Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision, la chaîne du continent, et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Il y a 48 heures, c'était le 1er mai, la journée internationale des travailleurs ou la fête du travail. Africable Télévision a choisi ces 2 thèmes comme sujet de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en débattre, je reçois ce soir M. Mahaman Hamey Cissé, président de l'Union de la presse francophone section du Mali, et M. Thibou Telli, secrétaire général adjoint de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. À la fin de notre émission, nos invités réagiront à vos appels téléphoniques. Je ne partage pas vos idées que je combats avec énergie. Mais sachez que je me battrai avec la même détermination pour que vous puissiez les exprimer. J'ai choisi d'introduire notre premier sujet de ce soir par cette phrase historique forte, parce qu'elle symbolise à tout point la lutte, la noble lutte de la lumière contre l'obscurité et pour le principe de liberté. Mais avant d'en discuter, je vous invite à suivre notre micro-trottoir. Pour moi, c'est là que le nom, la liberté de presse. L'exemple est là, avec chez nous ici au Mali. Les journalistes subissent toutes sortes de violences et ça ne s'arrête pas. Rien n'est fait, les autorités sont là. Bon, c'est dit que vraiment, ça n'existe quasiment pas, quoi. C'est le nom seulement qui est là. Cette presse privée permet quand même vraiment à l'opinion nationale et internationale, aux citoyens tout court, vraiment d'extérioriser ce qu'ils pensent de par la gestion, en tout cas du pouvoir public, ou même d'un certain nombre de dérives qu'ils constatent. Donc à ce niveau, je pense vraiment on peut se dire qu'au Niger, il y a cette liberté de presse. Je n'ai pas l'impression en tout cas que la liberté de la presse soit effective. Parce que bon, même si on essaie de camoufler souvent, on voit que bon, toutes les vérités ne sont pas toujours dites. On essaie souvent de maquiller les choses voilà, pour ne pas offenser les personnes indexées souvent. Quand on prend les organes de presse, vraiment, ils donnent la bonne information. Maintenant, tout dépend de comment celui qui a l'information la comprend et comment il la digère. C'est ça. Je pense que nous avons un benchmarking mondial. Je pense que la presse est très libre au Sénégal. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, je pense que le débat au Sénégal n'est pas la liberté de presse, mais le débat doit être comment rendre les journalistes beaucoup plus responsables. Mais si le journaliste ne peut pas dire la vérité, qui peut dire la vérité encore? C'est sur les commentaires que nous écoutons. C'est sur les commentaires qu'on peut être informé. Ou bien, voilà. Sinon, un journaliste est libre de dire la vérité de ce qu'il faut. C'est son travail. Non, je ne pense pas. La presse n'est pas aussi libre comme on le dit au Sénégal. Parce qu'on voit de temps en temps, des fois, il y a des journalistes qui veulent affirmer quelque chose, mais ils ont un peu peur d'affirmer tout. Parce qu'au Sénégal, on a des réalités. Bon, je pense que la liberté de la presse existe en Afrique. Même s'il y a quelques pays qui font l'exception, les journalistes étaient vraiment ciblés à un moment donné, ils étaient traqués et ils n'avaient pas la liberté en quelque sorte. Voilà quelques opinions émises par des Africains. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ces quelques données qui vont apparaître sur l'écran de votre télévision. Il s'agit du dernier classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF, Reporters sans frontières. Vous verrez que le premier pays au monde, c'est la Finlande, et le premier pays africain est la Namibie qui vient à la 19e position. Le dernier pays de la planète est un pays africain et c'est l'Érythrée, qui est le 179e.
de ce point de vue, les pays africains ont encore beaucoup de chemin à faire. Cela dit, Monsieur Cissé, parlez sans crainte et dites-nous en quelques mots ce qu'est la liberté de la presse. Je crois que c'est le thème de notre journée internationale de la liberté de presse. On va parler sans crainte aujourd'hui. Et je dis que la liberté de presse, c'est une conquête permanente. C'est un combat de tous les jours qu'on ne finit pas d'avoir. Par rapport au Mali, on croyait qu'on a eu des avances, sinon des avancées en matière de liberté de presse. Mais ce qui nous est arrivé depuis un an ou un an et 2 mois font que la liberté de la presse n'est jamais acquis dans nos pays et même ailleurs. Et si vous avez vu tout de suite sur l'écran le résultat du Mali, on est quand même à la 99e place, ce qui n'est pas très honorable pour le Mali, qui revient de la 25e place. Donc à moins d'un an, on a dégringolé de 74 marches. C'est extraordinaire et c'est un rang que je ne me rappelle même plus depuis quand on n'a pas eu ce rang-là. En tout cas depuis 90, depuis la décennie 90 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas connu ce rang. C'est pour dire qu'en moins d'un an, on est tombé comme le Mali même. On est tombé dans des profondeurs que on croit n'est pas, d'où on croyait ne pas sortir. Mais heureusement, on est en train de sortir un peu la tête. Sinon, la presse malienne a vécu un enfer physique cette année et la liberté de presse a été vraiment suffisamment malmenée cette année. Mais vous pouvez nous dire pourquoi? Vous pouvez dire pourquoi elle a été malmenée? C'est malheureux. C'est comme si on me dit pourquoi le Mali a été malmené depuis mars 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis même avant mars, parce qu'elle a commencé à être malmenée depuis les années 2006-2007, mais elle a connu son paroxysme cette année. Et elle est malmenée parce qu'on a connu une transition où l'impunité a été un peu de mise, l'impunité a été un peu une règle et ça fait que les journalistes sont agressés, les journalistes sont harcelés, les journalistes sont frappés, ils sont torturés. On a toujours manifesté, on s'est toujours battu pour que justice soit faite. On nous a toujours promis des enquêtes, mais jamais les enquêtes ne sont arrivées au bout. Jusqu'au dernier cas que vous avez connu, le cas de Boukari Daou, où pour la première fois un journaliste a fait presque 1 mois en prison, de mémoire de journaliste et de mémoire de démocrate. Depuis 1960, on n'a pas connu ça. Donc je me dis, les raisons, elles sont ce qu'elles sont. À la limite, bon, heureusement, on croit que ça a connu son épilogue de manière heureuse, parce que la justice a dit le droit. Pour une fois, le confrère, il est carrément libre parce que la poursuite a été annulée, la procédure a été annulée, donc le droit a été dit et on se dit peut-être la justice est d'accord avec nous et l'ensemble des démocrates sont d'accord avec nous que plus jamais ça, les autorités de la transition aussi. Donc je me dis que la liberté de presse est une quête permanente et on ne peut jamais dormir sur ses lauriers pour dire que on l'a acquis. Mais en tous les cas, les journalistes maliens se sont battus jusqu'à présent malgré tout ces exactions, malgré toutes ces violences. Voilà où on en est ce jour de 3 mai, on est en train de le fêter la tête haute parce qu'on croit avoir joué notre partition dans notre démocratie. D'accord, Monsieur Cissé. Vous avez dit que la liberté de la presse est une quête permanente, ce qui est vrai, mais dans cette quête-là, il y a un objectif qui est permanent aussi, c'est celui de la dépénalisation du délit de presse. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos téléspectateurs ce qu'est la dépénalisation du délit de presse? Oui, très bien. Je suis très, très heureux que vous me posiez cette question. La dépénalisation, peut-être, c'est un mot très fort. C'est la décriminalisation des délits de presse et faire en sorte que dans l'arsenal juridique malien ou dans l'arsenal législatif malien concernant le régime de presse et les délits de presse, qu'on suspende seulement les détentions préventives. Il n'y a pas que le Mali qui soit concerné. Essayons de parler d'une manière générale. Je vais vous parler d'une manière générale. Mais pour faire comprendre, je vais dire un peu le cas que je vis. C'est-à-dire, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de peine privative de liberté. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de détention préventive de liberté. Est-ce que ça veut dire que le journaliste est un citoyen à part C'est ça que je vais vous expliquer. Alors expliquez-moi. Donc, si je suis mon cheminement, ça veut dire que pas de peine privative de liberté, pas de détention préventive parce qu'elles sont anachroniques par rapport à l'évolution du droit de la presse, parce que le droit de la presse fait en sorte que c'est l'un des rares droits en matière pénale, parce que c'est une loi spéciale d'abord.
Donc ce n'est pas du droit commun, c'est une loi spéciale. Et dans cette loi spéciale, vous remarquerez avec moi, suivant toutes les lois qui concernent la presse, si vous êtes criminel, si vous avez commis un crime ou un délit, si vous fuyez, si moi, directeur de publication, je fuis, il y a mon rédacteur en chef qui est là, il y a un autre journaliste de la rédaction qui est là. Si ce n'est pas le cas, il y a un travailleur de la rédaction qui est là, on le prend. Si ce n'est pas le cas, il y a le revendeur du journal qui est là, on le prend. Si ce n'est pas le cas, on prend l'imprimeur. En tout cas, il y a une chaîne en cascade qui fait qu'il y a toujours une représentativité pour payer pour le crime qui a été commis. Il y a une responsabilité qui est située pour le crime qui est commis. Alors que si c'est mon grand frère, mon aîné Thibou, qui commet un crime, dès qu'il n'est plus là, son fils, son parent, son collaborateur ne paieront pas pour lui. Et on va le chercher, si on ne l'a pas, c'est tant mieux. Alors donc quand vous avez une responsabilité en cascade, c'est rare en droit pénal, il n'y a que dans la presse que vous trouvez ça. Donc vous avez toujours une solution pour pouvoir arrêter ou pour pouvoir punir le crime qui est commis. Donc ce n'est pas la peine de détenir préventivement la personne. Et l'autre chose, c'est qu'on ne demande pas que les journalistes ne soient pas punis. On dit de ne pas les faire subir des peines privatives de liberté, donc un emprisonnement. C'est ce que la dépénalisation veut dire. Mais les amendes sont là. On peut faire payer au journaliste qui a commis une faute plus de 1 million, plus de 10 millions, plus de 100 millions. Ça dépend du cas de gravité. Parce que n'oubliez pas que le journaliste, il a une mission, j'allais dire sacerdotale, mais une mission assez spéciale. C'est qu'il est le relais de l'information. Il doit tous les jours, au quotidien, informer les citoyens, les populations, pour qu'en toute connaissance de cause, ils puissent décider ou ils puissent apprécier les décisions qui sont prises en leur nom. Très bien, qu'il y a une mission comme ça, on ne peut pas du jour au lendemain sur une erreur ou sur une petite, en tout cas, je n'allais pas dire bévue, mais sur une petite erreur, on ne peut pas du jour au lendemain l'emprisonner. Très bien, on va y revenir. De Damoclès sur sa tête. On va y revenir tout à l'heure. Je vais demander aux syndicalistes que vous êtes, M. Telli, de nous donner votre point de vue sur ces deux questions que nous avons abordées. La liberté de la presse d'une part, et la dépénalisation ou la décriminalisation du délit de presse. Oui, je vous remercie pour cette opportunité. Moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons ne pas déplorer le drame à l'intérieur duquel notre presse se meut. Et on sait les circonstances qui l'ont engendré. Et on sait d'où elle vient et comment elle a procédé pour acquérir son nom et au cours de son baptême du feu. Elle n'a pas attendu que ça lui soit octroyé sur un plateau d'argent ou sur un plateau d'or. Elle s'est battue, elle y est arrivée. C'est vrai qu'en son sein, elle-même, elle est consciente que si elle a dépassé le stade du balbutiement et qu'elle s'est affirmée, qu'elle est en train d'accomplir un travail, il y a beaucoup d'efforts à faire pour amener ses membres à une certaine discipline, les conduire vers un travail plus efficace, plus efficient. Et je dis par rapport à cela, la presse privée mérite d'être soutenue, elle mérite d'être applaudie. Et elle mérite l'accompagnement des pouvoirs publics afin de lui permettre de faire son travail et tout son travail. Et ça vaut pour l'intérêt public, pour l'intérêt de la nation, et ça nous aide à mieux ancrer notre démocratie dans les mœurs et dans le pays. À condition qu'il y ait une réelle professionnalisation du métier. Or, vous serez d'accord avec moi pour dire que de ce côté-là, le bas blesse, M. Cissé. Oui, bon, le bas blesse, même si ce n'est pas une raison suffisante pour vivre tout cet enfer qu'on est en train de vivre. Non. Mais dans tous les cas, je dis, vous ne pouvez pas avoir une presse crédible sans qu'elle ne soit responsable, sans qu'elle ne soit regardante sur les principes, sur les fondamentaux qui régissent la profession, je veux dire les principes éthiques et déontologiques qui valent pour tous, qu'on soit malien, qu'on soit africain tout juste, ou qu'on soit européen ou partout où on se trouve. Donc je me dis que normalement, la presse elle-même doit faire une auto-évaluation, des études introspectives pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour mieux se professionnaliser, pour être à hauteur d'attente. En tous les cas, dans tous les corps de profession, vous avez des brebis galeuses, vous avez des ivraies, il faut toujours chercher à les extirper
pour reprendre un peu ces lettres de noblesse, pour reprendre toute la crédibilité de la profession. Est-ce que les mécanismes d'autorégulation que souvent vous vous imposez à vous-même, est-ce qu'ils ont de l'efficience? Est-ce qu'ils vous permettent justement d'aller vers cette extirpation de livrets? Oui, en fait, là, les choses ne sont pas suffisamment heureuses. Je suis d'accord avec vous. Mais le seul fait de créer des structures d'autorégulation, des observatoires de l'éthique et de la déontologie de la presse sont à mettre au crédit de la presse. Elles ont commencé à marcher, par exemple au Mali, je sais au Mali, en Côte d'Ivoire et dans certains pays, elles ont bien marché 2 ou 3 ans. Après, elles sont retombées dans la léthargie que toutes nos sociétés reconnaissent. Mais il faut, au-delà de ça, que les responsables des médias, les rédactions même, essaient de professionnaliser de plus en plus les journalistes qu'ils emploient pour que la presse retrouve ses lettres de noblesse, retrouve la crédibilité qu'elle mérite. Mais en tous les cas, je crois que dans toutes les presses qu'on a vécues, elles se sont battues, elles sont au fronton du combat de la démocratie et de la liberté de presse, de toutes les libertés, et elles essaient le maximum possible de jouer leur rôle, même si, comme vous le dites, il y a encore beaucoup à redire sur le respect des principes qui fondent la profession. La prospérité du journalisme, de la presse d'une manière générale, comme beaucoup de secteurs d'activité, est fonction de la bonne santé économique de son environnement. Est-ce qu'il est possible dans nos pays africains, d'une manière générale, que la presse s'épanouisse économiquement et financièrement, de telle sorte que vous soupçonnez où je veux en venir, elle soit indépendante de toutes les puissances d'argent et des puissances politiques? Oui, c'est très possible, mais moi je vous dis seulement, partout où les presses ont été fortes, elles ont été puissantes. Il faut qu'on arrête d'avoir le complexe, c'est qu'en France, en Grande-Bretagne, partout, les gens, à un moment de l'évolution historique de ces pays, ont investi dans la presse, ont permis à la presse d'avoir une envergure économique, une étoffe économique bien assise pour qu'elle puisse jouer son rôle de sentinelle, son rôle de chien de garde de la démocratie de manière indépendante. Dans nos pays, malheureusement, on n'a pas accompagné cette presse qui, si vous prenez par exemple le cas du Mali ou même au Bénin, c'est que la presse, c'est comme si on dit, un de nos confrères dit, l'histoire de la presse et de la démocratie en Afrique, dans beaucoup de pays africains, c'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule, qui a engendré qui. Je crois que le grand frère Thibou l'a dit tout de suite. Chez nous, on peut sans risque de se tromper de dire que la presse a engendré la démocratie. Parce qu'elle est née avant la démocratie. En 89, 90 et 91, il n'y avait pas de parti politique. Il y avait à la limite un parti unique. Il n'y avait que des associations et des syndicats qui constituaient une société civile activiste très forte qui a amené la démocratie. Mais la presse a été leur principal relais. C'est elle qui a relayé tout jusqu'à ce qu'on soit en 91. Et je vous prends un exemple. À la conférence nationale du Mali, en 92, c'est que les partis politiques et les médias étaient dans un grand combat pour dire qu'il faut financer la presse pour qu'elle puisse être à hauteur d'attente, à hauteur d'indépendance pour continuer à jouer ce rôle de sentinelle. Les partis n'étaient pas pour, mais la conférence nationale a dit jamais. Donc c'est le peuple malien qui a dit jamais nous ne financerons les partis politiques. Il faut financer plutôt la presse pour qu'elle puisse jouer son rôle de sentinelle, de chien de garde de la démocratie et d'indépendance. Mais malheureusement, on a vu aujourd'hui, la loi, les journées nationales ont dit, il faut aider la presse, aide indirecte, aide directe. Mais depuis 1996 seulement que l'aide a commencé à être donnée, c'est 200 millions. Pour plus de 50 journaux, pour plus de 300 radios, on ne compte pas les télévisions. Ils ont tout fait pour que, quel que soit le pourcentage, que l'aide à la presse soit seulement indexée sur le budget national, comme on l'a fait pour les partis politiques 10 ans après, parce que c'est eux qui votent la loi, et ils ont pu l'avoir. Les médias qui continuent à jouer leur rôle, puisqu'ils s'acoquinent mal des politiques, on a dit si on le met dans les conditions, peut-être que ça va se retourner contre nous, malheureusement. Très bien. Donc je me dis qu'aujourd'hui, il mérite d'avoir une aide substantielle à la presse pour lui permettre, tant que c'est l'État qui aide la presse est indépendante, l'État c'est nous tous. Tant qu'on essaie de voir un régime fiscal spécial pour la presse, vous êtes un confrère, souvent on voyait qu'à RFI, des fois il y a un mois de grève, parce qu'il y a des avantages fiscaux qui étaient accordés à la presse il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans qu'on est en train d'enlever aujourd'hui parce qu'on se dit qu'elle a pu atteindre ce niveau-là. Mais nous, on n'a jamais décollé de là. Très bien. M. Cissé, nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre émission. Nous allons aborder le sujet sur le syndicalisme qui est notre deuxième sujet.
Face à la brutalité, à l'injustice, à l'oppression et à l'exploitation que le capitalisme triomphant du 19e siècle leur imposait, les travailleurs de ce qu'il faut appeler l'Occident aujourd'hui, et plus spécialement les ouvriers, se sont donné une forme d'organisation sociale pour se défendre et pour défendre leurs intérêts. Où en est le syndicalisme africain aujourd'hui, en 2013? Nous allons en discuter après le micro-trottoir à votre avis. Donc qui dit syndicalisme dit effectivement liberté, dit démocratie. Le syndicalisme c'est quoi? C'est un regroupement de personnes d'une entité donnée qui essaie de défendre leurs intérêts. Donc on dit communément que le syndicalisme s'occupe de la défense des intérêts matériels et moraux des gens qui les ont constitués. Donc si vous voulez, le syndicalisme c'est une des étapes de l'évolution même de la société humaine. Le combat syndical, à notre avis, c'est un combat noble. Quand vous prenez la décision ou l'engagement de servir les autres avant de vous servir. Vous voyez, le combat syndical, c'est un combat qui s'articule autour de valeurs, de partage, n'est-ce pas, d'unité, de sacrifice. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu cette action ce virus qui nous envahit, n'est-ce pas, et qu'il est difficile d'extirper. C'est des engagements, c'est des combats qu'on a acceptés volontairement. C'est un engagement, n'est-ce pas, militant, qui fait qu'en fait nous avons tous, nous qui sommes syndicalistes, donc nous sommes condamnés donc à poursuivre cette voie jusqu'au bout. Un regroupement d'amis pour la plupart qui s'égarent dans la majorité des cas en référence à la réalité au Burkina Faso. Ça attriste un peu, hein, parce que on ne les sent pas trop, on les voit plutôt faire des querelles de leadership que de se battre sur le terrain en réalité. Et ce que moi je déplore pour nos syndicats, quand il y a des élections dans nos pays, c'est le silence total. Pourtant on voit qu'en France, quand il y a des élections, les syndicats se prononcent. Voilà. Ici... Et je pense à ce niveau, vraiment aujourd'hui, on peut imaginer un instant une société dans laquelle il n'y a pas de structure syndicale. Vous conviendrez avec moi que ça sera une société vraiment difficile à vivre dans la mesure où on assistera à différentes sortes de dérives autoritaires de la part donc, des responsables ou des employeurs. Je crois, au vu de cela, vraiment les syndicalistes, il faut le reconnaître, c'est une tribune qui permet aux travailleurs quand même de s'exprimer, d'extérioriser leur mécontentement ou même la satisfaction par rapport à telle ou telle action qui est posée par l'employeur ou même à leur sein. Je crois que c'est une très bonne chose. Voilà pour moi pourquoi j'ai dit franchement le syndicalisme, il faut le reconnaître. Vraiment c'est un regroupement d'organisations. En tout cas, on l'a vu, de par même ses rôles traditionnels. Les syndicats aujourd'hui jouent le rôle de l'avant-garde pour la défense de la démocratie. Ils font véritablement leur travail. Pourquoi je dis ça? Parce que si dans un pays il n'y a pas de syndicat, il faut un syndicaliste pour critiquer. Si toutefois, chaque fois on fait quelque chose et puis on dit que c'est bon, même si c'est pas bon, on dit c'est bon. On ne peut pas avancer. Monsieur Telly, dites-nous, est-ce que les intérêts matériels et moraux des travailleurs africains sont mieux défendus en 2013 qu'en 1960? Je répondrai par absolument mieux défendu en 2013. Et pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre les défenseurs des travailleurs en 1960 et leurs défenseurs en 2013? Vous avez rappelé tout à l'heure au début de l'émission les circonstances historiques qui ont engendré le syndicalisme. Et vous êtes remonté dans les siècles, jusqu'au 19e. Et on sait que dans l'Angleterre de cette époque, les travailleurs, les ouvriers ont beaucoup souffert. Et à l'époque, ils pensaient que dans les manufactures, c'était les machines qui étaient à l'origine de leur malheur, de leur drame. Donc, ils se retournaient non pas contre leurs employeurs, mais contre les machines qu'ils diabolisaient. Mais cette époque est passée, et on a vu
que plus tard, le mouvement syndical international va prendre conscience des vrais enjeux de l'humanité. Et c'est pourquoi, le 1er mai 1886, à Chicago, des travailleurs américains vont s'organiser. On sait comment la manifestation a été réprimée et comment ça s'est achevé. Et on sait comment on est arrivé à magnifier le 1er mai, et qui aujourd'hui est devenu la fête internationale du travail, donc la fête des travailleurs. En 2013 marque une période extrêmement importante, une période où, si j'ose dire, dans la plupart de nos États, qui ont tourné une page douloureuse de leur histoire marquée par un monolithisme politique qui n'a pas tenu compte et qui n'a laissé aucune plage par rapport aux événements historiques qui ont bouleversé le monde et qui ont fait de notre monde un monde unipolaire, avec le glasnost, le perestroïka, la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, nous sommes en 2013, nous sommes presque à une année d'introspection profonde qui nous appelle à nous interroger nous-mêmes sur le travail que nous avons accompli. Et nous avons vécu ici, au Mali, des événements majeurs qui ont été à l'origine de la crise politique, sociale, sécuritaire, dont nous continuons de vivre les effets désastreux. Et en 2013, nous avons marqué une pause pour réfléchir sur ces enjeux. Alors justement, en parlant d'enjeux, M. Telly, si je vous demandais sur une échelle de 3, par priorité décroissante, de m'indiquer les enjeux du syndicalisme africain aujourd'hui en 2013, qu'est-ce que vous évoqueriez? Aujourd'hui, moi je pense que les organisations syndicales sur notre continent ont l'impérieuse responsabilité de veiller au renforcement de la démocratie, de la paix et du bien-être social de leurs membres. Démocratie parce que sans démocratie, on ne peut rien entreprendre ici-bas. Sans la paix, vous savez que l'insécurité génère des risques potentiels pour tout le monde. Et c'est à partir de ce binôme que les organisations syndicales sur le continent peuvent réfléchir à comment améliorer les conditions de vie et de travail de leurs mandants. Les pouvoirs publics issus des urnes, je ne dis pas qu'il faille les surveiller, mais les syndicats doivent être suffisamment pénétrés aujourd'hui de leur rôle de contre-pouvoir, pas d'anti-pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas être l'anti-pouvoir, il faut bien qu'il y ait un pouvoir, parce que la démocratie a voulu que le domaine de prédilection de certaines catégories de citoyens soit d'accéder ou de vouloir accéder aux levées de commande. Et les organisations syndicales aujourd'hui, sur le continent, doivent être suffisamment pénétrées de leur rôle historique de contre-pouvoir, aujourd'hui plus que jamais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre un syndicaliste et un opposant? Bon, c'est totalement différent. Oui, mais dites-nous la différence. Le syndicaliste tient compte d'un certain nombre de paramètres objectifs qui prennent en compte la réalité politique, sociale, économique et culturelle du pays et qui fait des propositions concrètes. Nous nous sommes interdits de contester sans proposer. Et quand nous contestons, nous proposons. Et ensuite, nous regardons à quel niveau nous pouvons lâcher du lest. Or, aujourd'hui, l'opposition que nous constatons, que nous voyons sur le continent, à peu près, c'est la même opposition que nous avons, une opposition inorganisée. Elle est, c'est vrai, inorganisée, d'une part parce que les vainqueurs des urnes n'ont jamais voulu lui reconnaître un statut lui permettant de jouer un rôle
Il y a des pays où il y a le statut de l'opposition, et c'est respecté. Hein. Oui, il y a quelques rares pays, quelques rares pays où l'opposition a un statut et où ceux qui ont échoué, ceux qui ont été battus dans les urnes, n'ont eu aucune honte, aucune gêne. Ils ont accepté. Ils sont même allés féliciter les vainqueurs dans certains cas. Voilà. Et ils n'ont pas hésité à décrocher le téléphone tout de suite pour appeler le candidat vainqueur. Ils se sont organisés en opposition responsable, en opposition consciente, en opposition qui accepte de jouer son rôle, parce que la défaite n'est pas une fin en soi. Et la défaite d'aujourd'hui peut engendrer de plus grandes victoires. Nous allons y revenir, M. Telli. Le temps que je demande à M. Cissé, comment se portent les organisations syndicales du monde de la communication? Bon, elles se portent, là où ça existe, ça se porte bien. Dans certains cas, ça se porte très mal. Par exemple, au Mali, vous avez beaucoup plus d'associations professionnelles que de syndicats. Et là où il y a les syndicats, on ne sent pas un grand combat, sauf s'ils sont tractés par des centrales qui les aident à défendre les intérêts de leurs autres. C'est dû à quoi, ça, d'après vous? Bon, si vous prenez par exemple le Cinépil, il était puissant jusqu'à l'avènement de la démocratie, jusqu'à 90, jusqu'au milieu des années 90, il a perdu en poids au moment où les syndicats enseignants ont continué à être plus forts. Peut-être qu'il avait moins de revendications, et à l'époque, ils étaient forts parce qu'ils n'avaient pas trop de militants à encadrer aussi. Ils avaient juste les médias d'État à encadrer. Et quand la presse a connu son développement exponentiel dont il a parlé, il ne jouait pas sur toute la frange des journalistes et des professionnels des médias. C'était beaucoup plus les médias publics. Mais vous avez des pays comme au Sénégal, où le SYNPICS est resté pendant près de 30 ans l'un des syndicats les plus forts, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication au Sénégal. Le SYNPICS était très fort. Mais moi, je crois que les syndicats, jusqu'à présent, ils restent les seuls grands remparts avec la presse, et ils constituent des grands leviers de la société civile pour faire en sorte que la démocratie soit toujours. Parce qu'ils jouent un rôle de rempart, un rôle de groupe de pression, et c'est eux qui parlent au nom de la grande masse laborieuse. Très bien. Sur cette base, je vais demander à M. Telli, la Côte d'Ivoire a connu une crise politique très grave. Le Mali vit dans une crise d'une haute nature depuis un peu plus d'1 an. Quel rôle les syndicats ivoiriens à l'époque et les syndicats maliens l'année qui s'est écoulée, quel rôle ont-ils joué dans la gestion de cette crise, en Côte d'Ivoire d'une part et au Mali de l'autre? Oui, vous savez, dans les deux pays, les organisations syndicales ont dû affronter un problème d'un genre tout à fait particulier. D'abord, dans ces deux pays, on a assisté à la chute de régime et à de très grandes contestations par rapport aux résultats des urnes, d'une part pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ensuite, la Côte d'Ivoire a basculé dans une situation extrêmement grave, touchant à la xénophobie, à la haine et à l'ivoirité. Et les syndicats n'étaient pas suffisamment préparés en Côte d'Ivoire pour faire face à une telle situation. Mais elles ont réagi tant et si bien que dans leur unité, dans leur structuration, ils ont réussi à constituer à chaque fois un certain recours. Parce que tous les pouvoirs qui se sont succédés, tous les pouvoirs qui se sont battus, ont travaillé à les courtiser. Excusez-moi l'expression, mais à les rapprocher pour tenir compte de leur point de vue et pour, comme les inviter à un certain accompagnement. Mais les syndicats en Côte d'Ivoire n'ont pas perdu leur âme. Ils n'ont pas vendu leur âme au diable. Ils ont travaillé à rester dans les lignes de force d'un syndicalisme ivoirien, africain, dynamique, hautement responsable. Alors, au Mali, c'est vrai qu'au Mali, nous avons connu un certain nombre de divisions, d'abord entre nous-mêmes, ce qu'on connaît aussi un peu dans d'autres pays. Chez nous, au Mali, c'est arrivé un peu tardivement. Bon,
Mais nous avons cherché, nous, à regarder cette décomposition du paysage syndical avec une plus grande sérénité pour éviter de basculer dans l'amalgame. Et nous avons dit, bon, puisque ça fait partie de l'évolution du monde, de l'évolution de notre pays, il faut que nous indiquions où il faut placer le filtre, où il faut, quels sont les instruments de mesure qu'il faut mettre en place pour bien identifier les organisations syndicales naissantes, leur rayonnement, leur structuration, leur audience, et cela ne peut être organisé que dans le cadre d'élections professionnelles. Oui, mais ce que je voulais dire, M. Telly, c'est dans le cadre de la crise, quelle part et dans le cadre les de la syndicats ont pris et dans le cadre dans la gestion de cette crise-là. C'est ça le sens de la question. J'arrive à ça. Très bien. Je voulais en prélude à la question que vous avez posée. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok. De mon point de vue, je voudrais parler du rôle que nous avons joué. C'est vrai que l'histoire ne se répète pas. Quand elle se répète, elle bégaye. En mars 1991, nous avons joué un rôle historique extrêmement important. Absolument. Franchement, notre centrale syndicale avait joué un rôle d'homme d'État durant cette période-là. Ben, elle a fait montre d'un profil responsable parce qu'elle n'a pas cherché à jouer le premier rôle au sommet de l'État. Elle a accompagné dans un ensemble constitué les organes dirigeants. Ben, voilà que en mars 2012, le ciel malien s'assombrit et puis les éléments se déchaînent, on assiste à une profonde cassure. Quel rôle nous avons joué? Et je parle de mon organisation syndicale. Oui. Nous avons dit non, ça ne peut pas marcher. Et nous avons aussitôt réagi dans une déclaration solennelle que nous avons rendue publique. Nous avons dit que nous sommes profondément contre le coup d'État militaire et que nous exigeons le retour des militaires dans leur caserne. Pourquoi? Parce que nous sommes respectueux de la Constitution, nous sommes républicains, nous sommes démocrates. Entre-temps, pendant que nous étions dans ce schéma de positionnement, nous avons été rejoints par beaucoup d'organisations et d'associations de la société civile, qui certainement, en souvenir de mars 1991, ont estimé que si on ne peut pas répéter mars 1991, tout de même, on peut reconstituer un ensemble pour réfléchir et agir. Puis nous avons été rejoints aussi par des partis politiques qui ont dit oui, que la situation est très grave. Mais nous avons dit ok, on ne fera pas l'amalgame. Nous nous sommes retrouvés en association, en partis politiques, pour réfléchir sur les événements qui viennent de se produire, mais sans jamais verser dans des débats politiciens ou dans des considérations politiciennes. Nous avons exigé quoi? Nous avons exigé, le retour immédiat à un ordre constitutionnel normal, la libération du Mali sous occupation, parce que n'oublions pas que le coup d'État militaire a accéléré la chute de 3 régions. Kidal est tombé en l'espace de 3-4 jours. Gao est tombé, Tombouctou est tombé. Et on a vu tout ce que ça nous a amené. Donc le rôle que nous avons joué a abouti finalement à la mise en place d'un front qu'on a dénommé Front Uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République. Très bien, M. Telly, nous arrivons malheureusement et nous assurons la présidence de ce front. Très bien. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce sujet. Je vais vous poser une dernière question. Oui. Est-ce que vous avez le chiffre du taux de syndicalisation moyen dans les pays de l'UEMOA? Bon, dans les pays de l'UEMOA, c'est tellement variable. Si en France, on est à 9% de taux de syndicalisation, au niveau de l'UEMOA, nous sommes, disons, à peut-être 30-40% de taux de syndicalisation. Et ça, je le dis pourquoi. Il s'agit de ceux qui viennent, qui paient leurs cotisations, qui participent aux réunions, aux assemblées générales. 30%, c'est beaucoup. Voilà, et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Donc, il nous faut travailler pour éviter que cette situation dégringole.
Merci M. Telly, merci M. Cissé. Nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième sujet. Nous allons passer aux appels téléphoniques. Monsieur Adolphe. Oui. Bonsoir, vous appelez de Brazzaville, vous êtes sur Africa Télévision, vous avez la parole. Ok. Merci. D'abord, en ce jour mondial de la liberté de la presse, c'est souvent composé avec le pouvoir pour pouvoir exercer son métier dans des conditions difficiles que nous connaissons. Donc, je reviens encore et me poser la question. La liberté de la presse existe-t-elle réellement? Très bien. Monsieur Cissé va répondre à cette première question, Monsieur Adolphe. Monsieur Cissé. Non, je crois qu'il a posé un peu la même question. La liberté de la presse, on ne peut pas dire qu'elle existe réellement dans nos pays africains, mais on peut dire que, comme j'ai dit, la liberté de la presse est une quête permanente. Si on prend par exemple le cas du Congo, aujourd'hui, ils ont des textes qui consacrent la liberté de la presse. Généralement, nos constitutions reconnaissent et garantissent la liberté de la presse. Les actes et traités internationaux que nos pays ont adoptés reconnaissent et garantissent la liberté. Donc, dans le principe, la liberté, elle est reconnue et garantie. C'est dans la pratique qu'il y a des déviances, et ça, il appartient à tous les démocrates, pas seulement aux journalistes, à l'ensemble des activistes de la société politique, aux politiques convaincus d'aider à faire avancer la liberté de la presse, parce qu'elle est fondamentale d'une démocratie, elle est consubstantielle d'une démocratie. Très bien. Monsieur Eric. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes sur Africa Télévision, vous avez la parole. Merci de nous donner l'opportunité. Moi, j'ai une question pour monsieur peut-être, à savoir comment ça se passe le responsable syndicat en Afrique et au Mali, dans la mesure où les responsables des différentes confédérations syndicales, une fois que pour lui la défense des droits de travail, plutôt pense qu'à des postes politiques ou à l'enrichissement personnel. Ça, c'est ma question par rapport aux Sénégalistes. Oui, assurément, ce qu'il dit au bout de la ligne, il n'a pas totalement raison. Nous-mêmes avons constaté qu'à notre sein propre, nous avons des camarades qui, au détour de telle ou telle situation, n'hésitent pas à rechercher un strapontin politique ou administratif ici ou là pour s'accrocher. Donc il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est ce qu'il le rappelle existe au niveau de certaines centrales syndicales. Mais nous, par exemple, dans les événements de mars, du 22 mars 2012, nous avons pris la précaution, nous avons été consultés, nous avons dit, nous ne proposons personne pour entrer dans le gouvernement de transition. Et nous avons refusé de courir derrière quelques prébandes que ce soit. Et nous avons voulu marquer notre désintérêt par rapport à certains strapontins. Oui, M. Telly, ça on pouvait pourtant accéder. Très bien, ça c'est du point de vue institutionnel. Oui. Mais du point de vue individuel, n'avez-vous pas eu quelques camarades tentés par l'un ou l'autre strapontin? Ben, on en a eu, mais toutes les fois que nous les avons décelés, que nous les avons repérés, parce qu'on a fait ce travail de repérage aussi, nous avons dit non, ça n'entre pas dans la ligne de notre centrale. Très bien. Nous avons M. Omar. Bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Vous appelez de New York? Oui, j'appelle de New York. Voilà, vous êtes sur Africa Télévision, vous avez la parole. Allez-y. Ok, je veux savoir quels sont les différents créneaux de formation de la presse en Afrique en général, singulièrement au Mali. Parce que j'ai l'impression que la presse n'est pas aussi professionnelle. C'est une presse qui relaie des informations erronées et souvent même des rumeurs. S'il pouvait nous dire quels sont les différents créneaux de formation de la presse. Très bien, M. Omar, merci d'avoir appelé de New York. M. Cissé va vous répondre. Non, je vais répondre sur vraiment sa question de est-ce qu'il y a des structures de formation en Mali, même si je ne vais pas m'apesantir sur ce qu'on a dit, qu'on a déjà débattu. Mais en termes de formation, ça c'est une des grandes plaies de la profession. On n'a pas une école de haut niveau professionnel
uniquement pour la formation des sciences et techniques de l'information. Et je crois que le ministère et l'État s'est battu depuis 2 ans qu'ils nous ont promis de créer une école supérieure des sciences et techniques de l'information. On croyait que ça allait être pour 2010, après 2011, après 2012, on en est là encore. C'est là où il y avait l'ancienne maison de la presse, c'est encore en chantier. Donc ça, c'est un gros handicap qu'on a. Mais en dehors de ça, il y a des écoles de formation, de journalisme, de communication, mais qui, pour moi, honnêtement, ont des lacunes sérieuses. Une deuxième chose, c'est qu'on essaie, à travers la maison de la presse, à travers les structures des organisations professionnelles, d'organiser des ateliers de formation avec des organismes de formation extérieurs, notamment de la France, de Panos et d'autres organismes, des États-Unis même. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la formation est une des grandes plaies de la profession dans notre pays. Et c'est très bien. Nous avons M. Ange. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous appelez de Libreville? Oui, c'est ça. Voilà, vous êtes sur Africa Télévision, vous avez la parole. Merci. Le syndicalisme, je dirais chez nous, ça ne fait absolument rien, puisque nous avons une multitude de syndicats dans tous les domaines de la vie, l'enseignement, des consommateurs, mais au juste qu'est-ce qu'ils défendent? Rien au finish. Donc, de syndicalisme, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Parce que toutes les luttes syndicales rares sont ce qui aboutissent. Alors, à quoi ça sert-il? Je me pose la question. Et je vous pose la question. Très bien. M. Telly va réagir à votre question, M. Ange. Oui, assurément. Hein, on a assisté dans certains pays du continent à une fragmentation, sinon à une atomisation du mouvement syndical. Et c'est un signe des temps. Parce que beaucoup de nos collègues, de nos camarades n'ont pas compris qu'on ne peut pas, à partir du mouvement syndical, faire comme une espèce d'effet de mode, aller comme par les partis politiques vers l'organisation d'une multitude d'organisations syndicales niveau branche et niveau central. Au Mali même, nous avons quelques cas. Mais je pense que au Mali, il y a un certain effort qui est réalisé et qui amène les gens à dire, bon, attention, ne perdons pas, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Si vous prenez l'exemple des États-Unis, aux États-Unis, vous n'avez qu'une et une seule centrale syndicale, l'AFL-CIO. C'est ça. En Allemagne, vous n'avez qu'une et une seule centrale syndicale, la DGB. Nous, au jour d'aujourd'hui... Ce sont des élèves des Français. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous avons travaillé à reproduire le modèle de syndicalisme français. Voilà. Cette situation qu'il a... Bon, et puis nous avons compris qu'il y a certaines puissances d'argent ou même puissances occultes ou politiques derrière, parce que chez nous-mêmes, nous avons compris que parfois, l'on a voulu avoir aussi le syndicat de son choix. Et c'est la raison pour laquelle nous, pour pallier cette situation, nous avons pris soin de dire dans notre charte, et depuis le congrès extraordinaire de janvier 92 que nous avons tenu, que le cumul du mandat politique et syndical est interdit chez nous. Mais le militantisme politique est libre. Alors donc, ça c'est mentionné dans notre charte. C'est-à-dire que nous, notre centrale syndicale, elle est muette sur le bulletin de vote. Elle ne peut donner de consigne de vote à aucun de ses militants. Donc, elle est neutre sur le bulletin de vote, mais le militantisme politique est libre. Alors que dans certains pays, vous avez des centrales syndicales qui ont des députés travailleurs, qui représentent la centrale. Vous en avez en Tunisie, vous en avez au Sénégal, vous en avez un peu partout. C'est que sur le même continent, il y a un certain nombre de modèles de syndicalisme. Celui que nous avons proposé était celui qui était, au sortir de mars 91, la voie qui était susceptible de nous préserver d'éventuels chocs. Vous pouvez me dire, M. Telly, vous pouvez me dire de quoi vivent vos syndicats? Je suppose qu'ils ne vivent pas que des cotisations de leurs membres. Bon, c'est vrai que sur... D'abord, les organisations syndicales doivent vivre essentiellement
de leurs cotisations. C'est le principe. C'est le principe. C'est-à-dire, les adhérents doivent mettre la main à la poche, aller voir le trésorier de la centrale, exiger qu'on leur donne la carte et qu'ils la payent. Parce que si vous n'avez pas votre carte syndicale, vous n'êtes pas militant. Le militant, c'est celui qui s'acquitte de toutes ses obligations, qui paye. Mais dire que, bon, je suis syndiqué pour la forme. Mais nous, on a besoin plutôt du militant. Ma question, c'est de quoi vivent vos organisations. Et j'arrive à ça. Nous avons exigé, il n'y a pas très longtemps, nous avons dit au pouvoir public, mais écoutez, est-ce que vous négligez ou vous méconnaissez le rôle social des organisations syndicales? Parce que nous jouons le rôle de contre-pouvoir. Et nous pensons que nous sommes éligibles, nous aussi, au financement public. Sans que cela puisse engendrer, à quelque niveau que ce soit, une aliénation quelconque de notre indépendance organique. Ce sera le mot de la fin, puisque nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous remercie, messieurs, pour votre contribution. Merci infiniment. La semaine prochaine, nous verrons pourquoi les élections en Afrique sont toujours porteuses de risques. Risques de conflits, risques de violence. Deuxième sujet, nous verrons pourquoi justement la violence tend à se banaliser sur notre continent sous toutes ses formes. Violence politique, violence sociale, violence délinquante. Vous pouvez participer donc à l'émission, comme vous le savez, en téléphonant au 00 223 44 20 80 80. Envoyez vos SMS au 00 223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabletelevision.com. C'est la fin de cette émission. Bonsoir à vous tous et à vendredi.